le podcast Samatique. On en a rêvé et on l'a fait. Épisode numéro 4. Salam, bienvenue à vous dans ce 4e volet de notre série de podcasts thématiques des conversations autour du genre et ou des sexualités à Madagascar. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de Al. Al est agenre et est très investi dans la cause LGBTQI+. C'est quelqu'un de très soutenant et qui essaie d'apporter le maximum de ressources aux personnes qui l'entourent. Également membre de l'association Diverses Unités qui se bat contre toute forme de discrimination, Al a aussi créé une page Facebook Genderqueer MDG qui se veut un espace d'expression et d'entraide pour les personnes en questionnement ou qui ne se reconnaissent pas dans leur genre assigné. J'avais un peu évoqué mon enfance et mon adolescence lors du précédent épisode avec Izika, cette période où j'étais aussi perçue comme une fille Sardai, c'est-à-dire masculine. Pourtant, même si je n'entrais pas tout à fait dans les standards de la féminité, cela ne me protégeait pas des remarques sexistes que je pouvais subir dans l'espace public. Avec Al, il nous arrive de discuter d'expériences communes de harcèlement et de focalisation intrusive et violente sur le corps de personnes perçues comme femmes et de l'effet que ça a eu sur la construction de notre identité de genre, de ce que ça a engendré en nous, pourquoi aujourd'hui on a été ou on est encore gêné par telle ou telle partie de notre corps. On parle aussi de la récente loi numéro 2019-008 contre la violence basée sur le genre, promulguée en 2019, visant à, je cite, « instaurer un mécanisme national de lutte contre les violences basées sur le genre ». Elle réprime en outre de nouvelles catégories d'infractions telles que le viol conjugal, les pratiques traditionnelles préjudiciables, l'outrage sexiste et la violence économique, et met en place un système de protection des victimes. Fin de citation. Petite parenthèse, dès le lendemain de la proposition de cette loi, une vague de contestation fusa du côté de certains hommes politiques et religieux qui craignaient une éventuelle ouverture au mariage homosexuel. Concrètement, aujourd'hui, cette loi fait l'objet d'une instrumentalisation dans certaines sphères politiques afin d'interdire et criminaliser les relations homosexuelles. Mais je vous en parlerai un peu plus dans un prochain épisode. En attendant, allons à la rencontre de Al. Bonne écoute. Bonjour, je suis Al, j'ai 32 ans, je suis une personne à genre ou à gender, puis j'habite à Madagascar, Antananarivo. Une personne à genre, c'est une personne qui ne se définit par aucun genre, c'est-à-dire pas comme une femme, pas comme un homme, c'est juste une personne quoi. Et ça, malgré les attributs mâles ou femelles que cette personne pourrait avoir. Mon malaise a commencé depuis l'enfance, c'est-à-dire que j'ai jamais été en phase avec ce que Dame Nature m'a donné entre les jambes déjà. Et quand ma puberté est arrivée, j'ai commencé à avoir des seins et j'ai jamais été en phase avec ce corps en général. C'est-à-dire que j'ai toujours eu du mal à me voir et à me définir en tant que femme. Et en même temps, je voulais jamais, et jamais, je ne veux être un homme. Tu vois, depuis petit, j'ai toujours voulu être, mais juste être. C'est tout, être. Sans qu'on me colle une étiquette. J'ai jamais vraiment voulu avoir ces attributs féminins. Et pendant des années, j'ai essayé de me plier. J'ai essayé de rentrer dans la boîte, comme on dit, mais ça n'a jamais marché, au fait. Résultat, ça m'a juste donné une dépression chronique et de l'anxiété. J'ai tout essayé pour me conformer à la féminité, pour que mon corps soit raccord avec ce que je ressentais à l'intérieur de moi, mais ça n'a jamais marché, au fait. La féminisation au max, la maternité, le mariage, tout ça, j'ai tout essayé, mais ça n'a jamais marché. Je suis juste une personne, en fait. C'est bien comme ça. Et il a vraiment fallu que ce soit un professionnel de la santé mentale qui m'explique le truc. Sinon, je pense que j'aurais fini. Enfin,
pense que je me serais suicidée parce que le malaise était intense. Le mot à genre est sorti de la bouche du psychiatre vers qui je me suis tournée quand j'ai eu des soucis. Et c'est à partir de là que j'ai effectué mes propres recherches pour voir, pour vérifier ses dires. Et effectivement, il avait raison. Et ça s'est passé c'était en 2018. Plus précisément, juillet. Avant tout ça, en fait, j'avais du mal à me définir en tant que femme, mais je me définissais juste en tant qu'être humain. Ulmbel, funganul, même. Voilà. Je ne savais pas quel autre mot mettre sur mon mal-être, sur ce que j'étais. Je ne savais vraiment pas que ça existait, des personnes à genre. Je n'en avais aucune connaissance. Donc je me définissais juste en tant que personne. Ulmbel, funganul. J'avais du mal à en parler, c'est vrai, je ne trouvais pas les mots, mais plus tard dans ma vie de jeune adulte, c'est-à-dire vers la vingtaine, j'en parlais avec des amis de confiance, j'en parlais ouvertement de mon mal-être, de comment je ne me sentais pas bien dans ma peau, mais que je veux pas non plus avoir autre chose que ce qu'on m'a donné. Et sinon, j'ai pas eu de modèle, hein, mais j'ai toujours été très très admirative des personnes androgynes. Je n'ai pas trouvé de groupe de soutien vraiment. Mais à partir du moment où l'autre médecin m'a dit ce qu'il en était, j'ai fait des recherches. J'ai cherché des groupes de soutien sur Facebook, francophones et anglophones. Et j'ai été soutenue par des gens de pays différents. Et c'est là que j'ai eu l'idée de créer un groupe de soutien pour les gens à Madagascar via mon groupe Gender Queer MDG. Je fais de mon mieux pour être visible parce que je sais qu'il y a des jeunes gens qui souffrent de ça aussi quelque part et j'ai pas envie qu'ils soient seuls. Alors tout à fait entre nous, c'est cette société à la con qui a fait de moi une personne agoraphobe aujourd'hui. Et c'est aussi à cause de cette société que je fais de l'anxiété sociale. Du coup, moi, je sors pas beaucoup. Et la loi sur la violence basée sur le genre, ça n'a rien changé. Je sais qu'il existe des personnes à genre sur toute l'île. Et pour les trouver et entrer en contact avec ces personnes-là, j'ai créé un groupe Gender Queer MDG. Et nous arrivons quand même à communiquer. Nous sommes peu nombreux, mais on se soutient comme on peut. Enfin, entre nous, on se comprend, mais on tient pas. Enfin, c'est pas qu'on tient pas. On ne compte pas sur la société pour nous comprendre. Donc, on peut dire qu'on vit quand même à la marge de la société, hein, si c'est ça. Mais c'est ça, en fait. Se réunir sur les réseaux sociaux pour le moment, c'est safe, tu vois. Surtout à Madagascar, c'est safe parce que, voilà, on comprend déjà pas la question de l'orientation sexuelle. Comment est-ce que tu imagines qu'on puisse comprendre ici la question de l'identité de genre? Tu vois, être sur les réseaux sociaux, se réunir comme ça, pour le moment, c'est tout ce qu'on a et c'est bien comme ça. Je veux dire, je sais que ça va évoluer un jour, mais pour le moment, c'est ça, c'est safe, c'est bien. C'est cool même. Certaines personnes à genre ne sont vraiment pas contentes avec la forme de leur corps, certaines parties de leur corps, et on en parle tous ensemble. Même certaines personnes à genre n'arrivent pas à bien être. Parce que quand on est une personne à genre, être est compliqué. Surtout quand on est dans une société, comment on va dire ça, hétéronormée et traditionnaliste comme la société malgache. Donc on discute surtout de ça, au fait, de l'art d'être et de comment on peut bien gérer ces parties du corps problématiques pour certaines personnes. À chaque fois qu'on respecte les pronoms des gens, à chaque fois qu'on respecte la manière dont les gens veulent être genrés, c'est humain juste. Voilà, c'est humain. Ça donne de l'importance à l'autre. Ça ancre l'autre dans l'existence.
Et j'ai envie de me battre pour ça, au fait. D'éduquer les gens sur ça. Je n'ai pas de mal à parler du fait que je sois une personne à genre à mes proches, mais mes proches ne comprennent pas et je ne m'attends pas à ce que mes proches me soutiennent là-dessus. Et le simple fait de voir, de constater qu'on respecte quand même mon ressenti par rapport à ça, pour moi c'est déjà essentiel et important. En tant que personne à genre, j'ai du mal à me voir, justement en tant que mère, mais je me considère plutôt comme un parent, c'est tout, un parent bienveillant. Les enfants ne sont pas encore en âge de comprendre. Par contre, moi, je ne me force pas à être une personne différente devant eux. Et ils n'ont aucun mal à m'appeler par mon prénom. Je laisse faire parce que, voilà, quelque part, pour moi, c'est désiré aussi. Et quand ils ressentent le besoin de m'appeler maman, je laisse faire aussi parce que c'est un besoin et je respecte. C'est leur ressenti et puis voilà. Je ne force rien du tout. Mais quand il sera en âge de comprendre, je leur expliquerai les choses. Et puis, de toute façon, le plus grand, il commence à se poser des questions parce que je ne ressemble en rien aux mamans de ses petits camarades. Et donc, le dialogue peut se faire facilement, mais je compte faire ça en douceur. Mais pour le moment, c'est pas, enfin, il n'y a pas encore question de ça, quoi. Pour ce qui est des professionnels de la santé mentale, les jeunes médecins, c'est-à-dire les médecins, les psychiatres et les psychologues, les psychothérapeutes de moins de 40 ans semblent être au courant de la question de genre et des troubles du comportement et des troubles mentaux liés à la dysphorie de genre. Eux, ils comprennent. Et il ne faut surtout pas compter sur les plus âgés sur ces questions-là. C'est une question sensible. Donc moi, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui comprend. Hein. Et je sais que c'est pas le cas de toutes les personnes à genre, ni de toutes les personnes transgenres de Mada. Ultérieurement, j'aimerais mettre en place une espèce de base de données qui met en relation les professionnels de la santé mentale et les personnes à genre et transgenres. Mais pour ça, il faut déjà que je fasse tout un tas de recherches et le temps me manque. Mais ça fait partie de mes projets sérieux. Les psychiatres sont plus accessibles que les psychologues et les psychothérapeutes. Parce que les psychiatres, ils exercent dans les hôpitaux publics. Et la santé mentale tient quand même une place importante dans la santé publique ici. Ça, c'est un fait. Donc tout le monde, en cas de doute, peut aller consulter un psychiatre. Par contre, pour le psychologue et le psychothérapeute, c'est là que ça se corse un peu parce que ça, effectivement, consulter ces professionnels-là, ce n'est pas pour toutes les bourses. Donc moi, ce qui m'intéresse pour le moment, c'est mettre en place cette base de données-là pour mettre en relation les personnes transgenres et à genre avec les psychiatres. Concernant les orientations sexuelles, c'est déjà compliqué, hein. Mais quand on est queer, les choses sont encore plus difficiles parce que voilà, c'est pas tout le monde qui est monsieur, madame, hein. Il y a d'autres personnes qui sont mixtes, par exemple, pour mon cas. Et nous avons besoin d'alliés qui comprennent que c'est pas tout le monde qui est monsieur, madame et mademoiselle. D'autres personnes sont mixtes. Et nous avons besoin de vrais alliés qui comprennent pour de vrai. C'est la santé mentale de toute une communauté, au fait, qui dépend de ça. Autre chose. Nous avons besoin de médecins LGBTQI friendly. Nous avons besoin d'alliés LGBTQ+. Nous avons besoin de soutien psychologique. Nous avons besoin de soutien spirituel. En toute franchise, la communauté ici a besoin de se retrouver, d'avoir des lieux safe où tout le monde peut être tout le monde et tout le monde peut afficher un peu qui tout le monde aime, hein, sans être, stigmatisé par la société, un lieu vraiment LGBTQI+ friendly.
Nous avons vraiment besoin d'une certaine cohésion par rapport à la communauté et nous avons besoin d'exister dans dans une société tolérante, on va dire ça comme ça. Et on a aussi besoin d'être formé, je pense, chaque membre de la communauté, à répondre aux remarques, aux critiques homophobes. Voilà, à avoir de vrais outils à utiliser contre les homophobes. Je fréquentais Café Tula. Je fais partie d'une association qui s'appelle Diverses Unités. Et notre QG, c'était au Café Tula. Mais maintenant, il n'y a plus de Café Tula, hein. Ça y est, c'est fermé, Café Tula. Et pour se réunir, on va chez notre leader, on va dire, qui s'appelle Delphine. Sinon, il m'était aussi arrivé de me rendre au Kiss, d'embarquer. Mais à part ça, je sors pas beaucoup, en fait. Je fais de mon mieux pour ne pas sortir parce que, voilà, question de sécurité et de sécurité mentale pour moi-même. Et voilà, je suis vraiment très à l'aise avec la communication digitale, on va dire, et c'est le cas de toutes les personnes à genre avec qui je suis en contact actuellement. Ça nous va, tu vois. Alors, Diverses Unités, hein, c'est une association qui lutte contre toutes les formes de discrimination, mais on est surtout axé sur la discrimination LGBTQ+. Et nous, ce qu'on fait, c'est de la sensibilisation, voilà. C'est-à-dire qu'on organise des jeux éducatifs pour la plupart, pour instruire les jeunes membres de la communauté LGBTQ+. Voilà, et on est aussi très présent sur les réseaux sociaux, mais on organise tout un tas de trucs comme ça. Et on a des bailleurs de fonds qui nous financent. Dernièrement, on a reçu beaucoup de fonds de la part de l'ambassade suisse pour faire de la sensibilisation auprès des universités de Mada. Du coup, on va parcourir le pays un peu pour apprendre aux jeunes à respecter les gens de la communauté LGBTQ+, parce que finalement, c'est tous des êtres humains. Et puis, il y a aussi le PNUD qui nous finance sur des trucs. Ah oui, et puis, ça fait partie de nos projets 2021 d'instaurer un centre d'écoute, un centre d'appel pour la communauté LGBTQ+. C'est comme pour SOS homophobie, mais version Mada, quoi. Nous, pour le moment, on veut sensibiliser dans le sens de la tolérance. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sur les réseaux sociaux, on voit tout un tas d'homophobes. Et donc, nous, on prône surtout la tolérance dans nos démarches. Et c'est sur cet axe-là qu'on a envie de surfer, en bref. On est là, on est queer, et nous, pour vivre heureux, on vit caché. Peut-être par choix, peut-être par nécessité, mais en tout cas, on est là. Et la plupart des personnes queer que je connais, on aime bien vivre et laisser vivre, justement. Parce que pour nous, enfin, je parle surtout pour moi, vivre et laisser vivre, c'est un peu la clé du bonheur, on est d'accord? Tu vis pour toi et tu laisses les autres vivre. J'espère que la génération future aura une capacité de tolérance impressionnante parce que voilà, on est tous là, on est tous humains, tous différents et tous pareils. Ah aussi, je tiens à préciser que pour certaines personnes queer, elles ont parcouru un chemin pas très facile avant de se rendre compte qu'elles sont queer. Et il faut beaucoup de vie, beaucoup de courage, beaucoup de vécu pour arriver à ce constat-là dans la vie, pour arriver à se dire en face qu'on est queer. Alors, si la cause de la tolérance me tient à cœur aujourd'hui, c'est surtout pour ça, au fait. Pour chaque personne queer, il y a du vécu derrière et c'est des combattants, quoi. Voilà.